Panafricanisme 101, première émission du genre. Sur Freka TV, vous êtes les bienvenus, chers téléspectateurs. Dans le cadre de ce programme, nous parlerons aujourd'hui de panafricanisme et indépendance de l'Afrique. Quel bilan un siècle après? Il est question de dresser le bilan du panafricanisme tel que les pères fondateurs l'ont conçu et dont l'objet immédiat était l'indépendance de l'Afrique et la solidarité entre les peuples. Un siècle après, l'Afrique est-elle indépendante? La solidarité entre les peuples est-elle toujours effective? Y a-t-il eu quelques avancées malgré tout? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est le plus important. Les chefs d'État et de gouvernement ainsi que les organisations panafricaines ont-ils failli? Peut-on, un siècle après, garder espoir que l'Afrique sera un jour indépendante? Qu'est-ce qu'il faut faire pour y parvenir? Faut-il un précurseur, un leader charismatique, des volontés politiques? Comment remobiliser les troupes? Ce sont là quelques questions qui vont guider nos échanges ce matin avec nos invités sur le plateau. J'ai l'honneur de vous présenter M. Simon Yefou à ma gauche, qui est historien, enseignant et écrivain. Bonjour M. Simon Yefou et bienvenue sur le plateau de Panafricanisme 101. Bonjour Suzanne et merci de m'avoir invité sur ce plateau de Panafricanisme 101. Je dis bonjour, un grand bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent ce matin et qui croient, dur comme fer, comme nous, que c'est aussi et surtout par le combat de la communication que nous gagnerons le combat du panafricanisme. Nous allons donc voir tout à l'heure, comme venait de le dire, que près d'une centaine d'années après le début du panafricanisme, le bilan est quelque peu mitigé parce que certaines choses ont marché, mais beaucoup n'a pas marché. Nous verrons quelles en sont les raisons. Merci M. Simon Yafou. J'ai également le plaisir de vous présenter à ma droite M. Edmond Kuate qui est économiste. Bonjour M. Edmond. Bonjour Suzanne et bonjour aux téléspectateurs de Freka TV. Merci de m'inviter à cette première édition, n'est-ce pas, de Panafricanisme 101. Bonjour à mon copanéliste Simon. C'est toujours un plaisir n'est-ce pas, de partager le plateau avec lui. Nous espérons que tout au long de cette édition, nous pourrons être à la hauteur, n'est-ce pas, de l'éclairage que les téléspectateurs de Freka TV attendent de nous. Merci. Merci à vous deux d'avoir honoré de votre présence sur ce plateau, ce rendez-vous de Panafricanisme 101. Alors, ma première question se dirige vers vous, Monsieur Simon Yefou. Quelle est votre opinion sur le principe de base du panafricanisme instauré par ses pères fondateurs? Oui, Suzanne, je dirais d'abord que je voudrais d'abord rafraîchir la mémoire des panafricanistes, des téléspectateurs qui nous regardent. C'est-à-dire que ce terme de panafricanisme est apparu vers la fin du 19e siècle et c'était dans un contexte marqué par certains autres termes similaires qui avaient le vent en poupe à cette époque-là, tels que le panslavisme qui était en vogue en Europe balkanique ou bien le pangermanisme qui était en vogue en Allemagne. Et ce terme apparaît aussi dans le contexte de fin de la traite négrière et de l'esclavage et le début de la discrimination raciale aux États-Unis d'Amérique. Parce que je vous rappelle qu'entre 1861 et 1865, il y a eu une guerre civile particulièrement meurtrière aux États-Unis, tout simplement parce que certains Américains voulaient l'abolition de l'esclavage et d'autres étaient contre. Ça a donné lieu à une guerre civile et à la fin, la guerre s'achève en 1865 et ceux qui ont gagné la guerre, c'est ceux qui voulaient qu'on abolisse l'esclavage. C'est pour ça que l'esclavage a été aboli. Mais malheureusement pour les Noirs, l'esclavage est aboli et à sa place commence la discrimination raciale. C'est pour cela que certains Américains noirs originaires de l'Afrique ont cru devoir c'est-à-dire parler de ce panafricanisme. Et aussi, il ne faut pas oublier que la naissance du panafricanisme coïncide avec le début de la colonisation de l'Afrique, qui commence effectivement avec le deuxième congrès de Berlin de novembre 1884 à février 1885 et qui a abouti à la balkanisation du continent africain. Il est donc apparu aux Noirs américains, c'est-à-dire les Africains qui ont été déportés en Amérique à cause de la traite négrière, que le continent africain ne pouvait être sauvé que s'il y avait la solidarité et l'unité
entre les Noirs, qu'ils soient en Afrique ou bien ceux de la diaspora, l'union faisant la force. C'est pour cela que le panafricanisme a vu le jour en ce moment-là. Et par la suite, comme la question qui a été posée, nous allons voir que beaucoup de choses ont marché, mais beaucoup de choses n'ont pas aussi marché parce que dès le départ même, entre les fondateurs du panafricanisme, il n'y avait pas une unité de point de vue parce que certains parmi eux se disaient que pour résoudre les problèmes des Noirs dans le monde entier, il fallait que tous les Noirs se retrouvent ensemble. C'est-à-dire que les Noirs qui s'étaient retrouvés en Amérique, par exemple, du fait de la traite négrière, devaient rentrer sur le continent africain. Mais tel n'était pas le point de vue des autres qui disaient que chacun pouvait rester là où il était déjà arrivé et ensemble, ils pouvaient se battre pour résoudre les problèmes. Donc, il y avait donc cette divergence de point de vue, d'approche dès le départ. Et par la suite aussi, il y a eu des divergences idéologiques entre les pères fondateurs du panafricanisme, parce que le panafricanisme est fondé au moment où le communisme apparaît dans le monde, avec Karl Marx, avec Lénine, avec Friedrich Engels, et à un moment donné, on va taxer les panafricanistes d'être des communistes et dont il faut les combattre. Et plus tard aussi, il y aura les divisions qui vont miner le panafricanisme, surtout entre les leaders, surtout aussi quand le flambeau du panafricanisme va être passé entre les pères fondateurs, c'est-à-dire les Noirs américains des États-Unis d'Amérique et des Antilles, aux Africains, parce qu'il y aura des divisions, surtout entre les anciennes colonies françaises et les anciennes colonies britanniques. Donc, il y aura cette divergence-là entre ceux qui veulent le panafricanisme par la disparition des frontières qui ont été arbitrairement tracées au Congrès de Berlin et ceux-là qui voudraient qu'on aboutisse au panafricanisme même si on préserve ces frontières-là. C'est pour cela que certains ont estimé que la naissance de l'OUA le 25 mai 1963 à Addis Abeba a consacré l'échec du panafricanisme parce qu'en ce moment-là, c'est les idées de ceux qu'on appelait les modérés qui ont triomphé en ce moment-là, qui ont dit donc que chacun peut accéder à l'indépendance en respectant les frontières que les Européens sont venus arbitrairement tracer. Donc, pour répondre à la question, Suzanne, dès le départ, le panafricanisme voulait la solidarité, l'unité des Africains, dans le contexte selon lequel l'union fait la force, mais en pratique, cela a été très difficile parce que le contexte entre les fondateurs même du panafricanisme ou bien les colons, les colonisateurs de l'Afrique qui ont influencé certains Africains au point que les résultats, c'est-à-dire les objectifs qui ont été fixés dès le départ n'ont pas été clairement atteints. Participation. Quel bilan dressez-vous un siècle après, M. Edmond Fati? Écoutez, le bilan ne peut pas être loin de celui que mon copanéliste Simon a brillamment, n'est-ce pas, dressé. C'est-à-dire que c'est un bilan qui aujourd'hui se trouve très mitigé, avec à la clé un certain nombre de divergences. Les divergences sur le plan idéologique persistent jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une unicité idéologique sur la manière dont le panafricanisme dans son concept globalement devrait être implémenté. Il y a toujours, n'est-ce pas, cette divergence de vues. Certains pensent qu'il faudra le faire de telle façon, d'autres pensent qu'il faudrait le faire. Mais ce qui nous importe, c'est, n'est-ce pas, la substance même du concept, qui est qu'il faut permettre aux Africains de se rapprocher et d'avoir une certaine solidarité afin de faire face, n'est-ce pas, aux dangers qui les menacent. Les dangers, c'est quoi? C'est les forces extérieures qui veulent s'emparer de l'Afrique, qui veulent effacer les Africains. Quand je dis effacer, ça ne veut pas dire physiquement, mais c'est-à-dire que ça s'emparer, n'est-ce pas, des richesses africaines. C'est ça le problème. Ça persiste, ça continue, c'est toujours comme ça aujourd'hui, ça n'a pas changé. L'impérialisme peut-être
a changé, a peut-être des formes beaucoup plus subtiles aujourd'hui. C'est moins violent, c'est moins brutal, mais ça continue toujours d'exister. On a toujours les mêmes problèmes de l'époque, c'est-à-dire que les gens veulent nous déposséder de ce qui est nôtre. Les gens veulent qu'une Afrique existe sans les Africains. Donc, le panafricanisme est toujours d'actualité. L'idée doit continuer de faire son bonhomme de chemin. Sauf qu'aujourd'hui, à répondre à votre question, quel est le bilan? Le bilan, il est très mitigé. À savoir que le concept a connu une période de somnolence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, après l'assassinat, la disparition de plusieurs leaders, le concept est resté un peu dans la somnolence, c'est-à-dire qu'on n'en parlait plus. C'était devenu un débat je veux dire, d'intellectuels, un débat de salon, c'est-à-dire que c'est des personnes d'une certaine classe qui en parlaient, beaucoup plus les élites intellectuelles qui en parlaient, c'était l'objet de discussions fermées, ce n'était pas un débat démocratisé. Jusqu'à ce que, je crois, dans les années, il y a peut-être de cela, je crois, 5 ans, 5 ou entre 5 et 10 ans, le concept a été remis au goût du jour. On a encore redémocratisé le débat sur le concept et c'est devenu un débat public, tout le monde en parle. Mais sauf qu'il faut le dire, le concept a été pas mal galvaudé. Il a été un peu vidé de sa substance. Aujourd'hui, les gens qui en parlent même ne savent pas très bien de quoi ils parlent. C'est devenu même un concept, je dirais, un peu mercantiliste. On l'utilise quand on veut aboutir à certains objectifs qui n'ont rien à voir avec les objectifs fondamentaux même du panafricanisme. Donc voilà un peu au jour d'aujourd'hui. Il y a des gens qui se battent tant bien que mal de faire en sorte que le concept soit encore, n'est-ce pas, remis au goût du jour, mais ce n'est pas toujours ça. Donc nous allons dire que aujourd'hui le bilan est mitigé. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour que les gens se réapproprient, pour que les Africains se réapproprient le concept qu'ils en fassent un véritable levier, n'est-ce pas, de libération, un véritable levier de regain de souveraineté. Ce que je veux dire, c'est que dans votre question de départ, c'est-à-dire à savoir est-ce que l'Afrique est indépendante, non mais dit comme ça, ça peut créer un peu de confusion parce qu'on a l'impression que l'Afrique c'est un bloc compact. Non, l'Afrique c'est pas un bloc compact. Il faut savoir que, comme Simon l'a rappelé, on a connu plusieurs influences lors de la colonisation. Il y a eu l'influence britannique, l'influence française, l'influence, n'est-ce pas, italienne même. Et donc aujourd'hui, on peut se poser la question, est-ce que certains pays africains sont indépendants? Oui. Il faut savoir que les pays africains qui ont connu l'influence britannique sont véritablement indépendants sur le plan politique parce qu'au moins on voit comment ça se passe. On voit comment par exemple au Ghana, au Nigeria et dans d'autres pays, n'est-ce pas, à dominance anglaise, anglo-saxon, les choses se passent relativement bien. À ne pas confondre l'indépendance et l'interférence qu'il y a, ou alors l'interaction qu'il y a entre les États. S'il faut prendre les choses sur le plan de l'interaction entre les États, on dira qu'aucun pays n'est indépendant, parce que vous savez que les États-Unis influencent jusque dans la politique française, jusque dans la politique européenne. Donc parfois, ils vont jusqu'à dicter certaines choses que même les Européens ne veulent pas. Ça, c'est de l'interaction, parce que personne n'est véritablement indépendant. Personne ne vit en autarcie. On dépend toujours de l'autre. Vu sous cet angle-là, c'est de l'interaction. Mais en termes d'indépendance véritable, c'est-à-dire avoir la capacité, l'autonomie de pouvoir décider, de pouvoir orienter ses choix politiques et économiques, l'Afrique francophone ne l'est véritablement pas. L'Afrique francophone n'est pas indépendante. Elle est en apparence indépendante, mais profondément, elle ne l'est pas. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour que l'Afrique francophone, n'est-ce pas, soit indépendante. Et d'après vous, la solidarité entre les peuples est-elle effective? La solidarité entre les peuples est-elle effective? Nous pouvons parler à l'épreuve des faits, à la lumière des faits.
Est-ce que, je vais vous prendre un exemple. Aujourd'hui, le Cameroun, par exemple, fait face à une crise qui menace sa partie sud-ouest et nord-ouest. Vous avez vu que jusqu'à présent, les les petites solutions que nous avons, ou alors les propositions que nous avons, si ça ne vient pas des États-Unis, ça vient de l'Union européenne. Nous avons par exemple nos voisins, nous sommes membres de la CEMAC. La CEMAC, c'est 6 pays: Cameroun, Tchad, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, Centrafrique. Ça fait 6 pays. En temps normal, lorsque un pays membre a un problème, ça devrait être un sujet de préoccupation pour les autres pays. Ça veut dire qu'en temps normal, les 5 autres pays devraient peut-être se réunir pour dire comment est-ce qu'on vole au secours du Cameroun. Est-ce qu'on peut être des médiateurs? Est-ce qu'on peut aider le Cameroun à trouver une solution à son problème? Mais cela ne se fait pas. Et c'est pour ça que vous allez voir à chaque fois qu'il y a un problème, même d'ordre politique interne, on a tendance à se retourner vers l'extérieur, vers l'Europe, vers les États-Unis. Ça veut dire qu'il n'y a pas une solidarité véritable entre les peuples. La solidarité véritable voudrait par exemple qu'un Tchadien, un Gabonais, un Congolais, un Centrafricain puissent se mouvoir au Cameroun avec ses biens quand il le veut, quand il le veut, comme il le veut. Ce n'est pas le cas. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas possible d'aller au Gabon sans prendre un visa. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas possible d'aller en Guinée équatoriale sans prendre un visa. Donc, avec tous ces blocages et toutes ces barrières, on ne peut pas véritablement parler de solidarité entre les peuples. La solidarité ne peut se faire que lorsqu'il y a une possibilité, n'est-ce pas, de mobilité entre les personnes et les biens, n'est-ce pas, de différents pays. Ils se visitent, ils peuvent se déplacer librement. Donc, de ce point de vue, on peut dire qu'il n'y a véritablement pas de solidarité et comme je le disais, d'autres solidarités sur le plan institutionnel voudraient que lorsqu'un pays a un problème, que les autres volent à son secours. C'est au moins un principe fondamental, même dans la famille. Quand vous êtes une même famille, pour savoir que vous êtes solidaire, lorsqu'un membre de la famille a un problème, les autres viennent à son chevet. Les autres viennent lui adresser, lui témoigner leur sympathie. Ce n'est pas encore le cas en Afrique. Ça veut dire que véritablement, sur le plan substantiel, le concept du panafricanisme qui, à la base, reposait fondamentalement sur le pilier, n'est-ce pas, de solidarité, de rapprochement, ça n'est véritablement pas encore ça. Il n'y a pas de solidarité entre les peuples, il n'y a pas de possibilité de se déplacer, de se rencontrer, de se mouvoir, de se parler. Il n'y a pas, n'est-ce pas, tout ce qui avait été défini par les pères fondateurs du panafricanisme, ça n'est vraiment pas encore ça, donc il y a encore beaucoup de travail à faire pour en arriver là. Merci. Le programme, c'est Panafricanisme 101 et nous tablons sur panafricanisme et indépendance de l'Afrique. Quel bilan un siècle après? Alors, je reviens vers vous, Monsieur Simon Yefou. Dites-nous, qu'est-ce qui n'a pas marché réellement? Oui, Suzanne, ce qui n'a pas marché, c'est ce manque de relais. Il n'y a pas eu véritablement de relais entre les pères fondateurs du panafricanisme et leurs successeurs et ceux qui les ont remplacés. Par exemple, si je prends le cas des États-Unis d'Amérique, où le panafricanisme a véritablement vu le jour, avec Edward Blyden, avec William Bugard Dubois et consorts. Dans ce pays, quand cette génération des pères fondateurs est partie, ils n'ont véritablement pas eu de remplaçants, puisque par la suite, les autres Noirs américains, c'est-à-dire les descendants d'esclaves, ont eu à avoir parfois une attitude condescendante vis-à-vis du continent africain, alors que les pères fondateurs du panafricanisme voulaient l'unité de tous les Noirs du monde entier, qu'ils soient en Afrique ou dans la diaspora. Et je me rappelle du Jamaïcain Marcus Garvey, l'un des grands pères fondateurs du panafricanisme. Il avait parlé du sionisme noir, puisque pour lui, il était question que tous les Africains qui se sont retrouvés hors d'Afrique contre leur volonté rentrent dans ce continent. Donc, par la suite, il y a eu une rupture entre les pères fondateurs du panafricanisme et ceux qui les ont suivis. Et tout récemment, on a vu l'attitude du président des États-Unis, Barack Hussein Obama, quand il est devenu président des États-Unis. Certains ont cru à tort que comme un
noir, c'est-à-dire un descendant de Noirs d'Afrique accéder au pouvoir aux États-Unis, que l'Afrique pourrait avoir quelque chose à en tirer. Malheureusement, il y a eu des illusions parce que, comme vous le savez, l'un des derniers dinosaures du panafricanisme sur le continent africain, Muammar Kadhafi, a été tué à l'instigation de l'Organisation du traité atlantique dont les bases étaient la France et les États-Unis d'Amérique de Barack Hussein Obama, descendant d'un noir du continent africain. Donc, il y a eu ce manque de transmission de l'héritage. Par la suite aussi, il y a une décapitation pratiquement des têtes pensantes du panafricanisme parce que après la Deuxième Guerre mondiale, il y a le congrès, le 5e congrès de panafricains qui se trouve à Manchester et lors de ce congrès, il y a le passage du flambeau du panafricanisme entre les Noirs américains et les Noirs africains. Et celui-là qui était véritablement le porte-flambeau, c'est Kwame Nkrumah, le Ghanéen, qui conduit le Ghana à l'indépendance le 6 mars 1957. Et quand Nkrumah accède à l'indépendance, tout son problème, c'est Africa must unite. L'Afrique doit s'unir. Malheureusement, mal lui en a pris parce que tous les autres, c'est-à-dire, il y a eu ces facteurs de division que nous allons encore relever. Donc, les Africains ont été divisés par les puissances colonisatrices au point de se soulever contre leur leader. Comme conséquence, en 1966, Kwame Nkrumah est renversé par un coup d'État militaire orchestré à l'instigation de la CIA américaine. Donc, il perd le pouvoir et meurt quelques années plus tard. D'autres têtes pensantes du panafricanisme, à l'instar du Congolais Patrice Lumumba, du Guinéen Amilcar Cabral ou bien du Burkinabé Thomas Sankara, ont été tout simplement tués, tout simplement parce qu'ils voulaient parler de l'unité du continent africain. Donc, cela veut dire qu'à un moment donné, les têtes pensantes du panafricanisme ont été décapitées par les étrangers, c'est-à-dire par les puissances étrangères à l'instigation, c'est-à-dire ou bien en complicité avec certains Africains qui se sont laissés manipuler de cette manière-là. Et aussi, il y a, je parle de cette condescendance des Noirs américains vis-à-vis du continent africain. Bon, il y a aussi le problème du manque de leadership, c'est-à-dire actuellement. Je vais parler de, c'est-à-dire quand l'organisation de l'unité africaine disparaît au début des années 2000 pour être remplacée par l'Union africaine. Il est question de passer à une vitesse supérieure en ce moment-là, c'est-à-dire pour concrétiser l'idée des États-Unis d'Afrique, chère à Kwame Nkrumah, chère au père fondateur du panafricanisme. Mais pratiquement 20 ans après, on se rend compte qu'on n'a même pas beaucoup bougé parce qu'il y a des beaux textes. Parce que là, quand on lit l'acte constitutif de l'Union africaine, on peut être très fier. Malheureusement, en pratique, beaucoup de choses n'ont pas changé depuis lors. Parce que les égoïsmes nationaux, beaucoup d'États aimeraient se refermer, c'est-à-dire se renfermer sur eux-mêmes. Et on a parlé, par exemple, de la création d'un fonds monétaire africain qui n'a jamais vu le jour jusqu'à nos jours, d'une banque centrale africaine, d'une monnaie africaine, d'un parlement panafricain. Bon, vous allez me dire qu'il y a un parlement qui existe en Afrique du Sud, mais ce parlement, c'est une caricature de parlement. Parce que si on veut comparer le Parlement panafricain avec le Parlement européen qui est à Strasbourg, il y a des élections européennes. Je crois que le mois prochain, il y aura des élections européennes. On organise des élections sur l'ensemble du continent européen pour choisir les députés qui vont aller représenter le peuple au Parlement européen. En Afrique, ce n'est pas le cas jusqu'à présent. Je ne sais pas, il paraît que les députés qui siègent actuellement au Parlement panafricain sont cooptés. C'est-à-dire, on peut dire qu'ils ne représentent pas véritablement le peuple africain. Donc, il y a aussi cette querelle de leadership entre les États africains. Je me rappelle quand le dernier président en exercice, avant le président actuel, le président égyptien, le général Paul Kagame, quand il a décidé d'adopter ce qu'on appelle, c'est-à-dire une espèce d'union économique, une zone de libre-échange sur l'ensemble du continent africain,
il y a beaucoup d'États, et pas des moindres, qui ont boudé cette initiative. Or, nous savons que l'union faisant la force, c'est lorsque les États africains seront solidaires les uns envers les autres que la domination étrangère sur ce continent pourra disparaître. Or, il faut aussi savoir que ces étrangers-là n'ont aucun intérêt à vous voir unis. Ça veut dire qu'ils font tout dans l'ombre pour créer des facteurs de division entre les dirigeants africains. Parce que j'ai suivi les dernières statistiques, il était question que si 22 États africains sur les 54-55 États qui comptent le continent africain ratifient cette zone de libre-échange, elle va entrer en vigueur. Malheureusement, il y a les États, on peut dire les plus puissants du continent, tels que le Nigeria, qui jusqu'à présent n'ont pas ratifié cela. Or, nous savons que s'il n'y a pas de zone de libre-échange sur ce continent, on va continuer à subir le diktat de l'ultralibéralisme, parce que le continent africain, qui a les terres, l'une des terres les plus arables du monde, est grand importateur mondial des produits agricoles, alors qu'on a des terres qui peuvent permettre de cultiver tout ce qu'on importe de l'étranger. Le blé, le vin. L'Afrique peut produire du vin de très bonne qualité. Et il y a l'exemple du Brésil, puisqu'on a fait comprendre à certains que le vin, la vigne est une culture de la zone tempérée. Ce n'est pas vrai, c'est une culture tropicale. On peut cultiver la vigne dans la zone tropicale et produire du vin de très bonne qualité. Le blé n'est pas une culture des zones tempérées. On peut cultiver du blé en zone tropicale et ne plus importer le blé de l'étranger. Vous avez vu tout récemment, la crise qui a fait sauter le président Omar El-Béchir a été déclenchée parce qu'on a triplé les prix du pain, parce que le blé importé de l'étranger, alors qu'on est capable de cultiver du blé et de se passer de ces importations venues de l'étranger. Ça veut dire que actuellement, sur le continent africain, le panafricanisme n'a pas marché parce que beaucoup de leaders qui sont à la tête des pays africains n'ont pas encore intériorisé cet esprit du panafricanisme tel qu'il avait été imprimé par les pères fondateurs. Parce j'ai l'habitude de parler de la médiocratie qui règne à la tête des États africains, où on pourchasse parfois les intellectuels, ceux-là qui veulent réfléchir pour l'avenir de ce continent. Ces intellectuels se retrouvent parfois dans les pays étrangers et signent même parfois des pactes, de mauvais pactes avec ces pays étrangers contre le continent africain. L'Afrique n'a pas besoin de tout cela. L'Afrique a besoin de tous les talents, qu'ils soient à l'intérieur ou bien à l'extérieur, pour promouvoir son développement. Donc, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché parce que les Africains eux-mêmes n'avaient pas intérêt pour que ça marche, parce qu'ils avaient leurs propres ambitions personnelles. Et il y a les puissances étrangères, les anciennes puissances colonisatrices qui n'ont aucun intérêt que l'Afrique soit unie, parce qu'ils savent que si l'Afrique est unie, c'est un grand danger pour eux. Et ils sont tout le temps dans l'ombre pour manœuvrer pour que le panafricanisme ne marche pas. Donc, il appartient aux Africains à un moment donné d'être intelligents et savoir cette main parfois visible, parfois invisible, qui manipule les choses dans l'ombre pour que ce continent ne soit pas uni et qu'ils continuent à l'exploiter comme ils le font depuis 5 siècles. C'est ça. Merci, M. Simon. M. Edmond Piaté, d'après M. Simon Yefou, l'Union africaine a échoué. D'après vous, à quel niveau est-ce que les présidents d'États africains et l'Union africaine elle-même ont échoué? Écoutez, l'échec peut se décliner à 2 dimensions. D'abord, une dimension endogène, ça c'est chez nous-mêmes les Africains, et une dimension exogène, qui se réduit à l'interférence des puissances étrangères. Bon, maintenant, sur le plan endogène, il faut savoir qu'il y a eu une exacerbation des égoïsmes et des égotismes. À un moment donné, les gens n'ont pas compris qu'il y avait, n'est-ce pas, matière à se mettre ensemble pour défendre une cause commune. Et les gens se sont beaucoup plus accrochés
sur ce qui était leurs propres égoïsmes. Je prends un exemple. Euh, Lorsque Kwame Nkrumah demande que l'Afrique s'unisse à tout prix, qui sont ceux qui sont contre cette idée? C'était les Houphouët-Boigny qui étaient contre cette idée. C'était à l'époque les Fonya-Simbe, c'était les Senghor. Or, ces personnes-là, si vous voulez, eux-mêmes, ces personnes elles-mêmes ne s'appuyaient pas sur des convictions personnelles. C'était des personnes qui étaient aussi un peu marionnettisées de l'extérieur. Parce que, et c'est en ce moment que j'embraye maintenant dans les causes exogènes de l'échec. Il y a eu trop d'interférences extérieures. Et ça, je tiens à le dire. On ne le dira jamais assez. Ce qui a fait échouer véritablement les projets africains, c'est l'interférence française. Parce qu'il faut savoir qu'à un moment donné, les Britanniques, de par leur culture, ne s'immisçaient pas tellement, c'est-à-dire que directement dans les affaires africaines. Eux, ils avaient des principes fondamentaux qui étaient de dire, bon, faites ce que vous voulez, mais voici ce que nous voulons. Faites ce que vous voulez, mais préservez-nous à tel niveau. C'est quand on attaque ces niveaux que eux ils surgissent. Mais la France, à contrario, voulait être au contrôle en amont et en aval, et même au niveau de la symétrie. Voulait être au contrôle, c'est-à-dire ne voulait perdre aucun contrôle. Ça, c'est le problème. C'est pour ça que la France s'est engagée à choisir les leaders africains, à écarter systématiquement, que ce soit sur le plan physique ou idéologique, les leaders, ceux qui prônaient les idéaux, n'est-ce pas, à même de pouvoir aider l'Afrique à s'élever. On a cité quelques-uns. Modibo Keïta a été tué tout simplement. Patrice Lumumba a été tué. Thomas Sankara a été tué. Olympio a été tué au Togo. Gwabi a été tué. Tous ces gens, Oumniobe a été tué, Afana a été tué, Wandi a été tué. Et vous verrez que derrière tous ces crimes-là, tous ces assassinats, il y a la main principale française. C'est vrai que, comme je l'ai dit, si vous voulez comprendre les problèmes africains, il faut toujours les décliner sur deux dimensions. La dimension endogène, interne à nous, africains, et la dimension exogène, extérieure. Les deux se combinent, les deux se conjuguent pour pouvoir, n'est-ce pas, agir. C'est-à-dire que ceux de l'extérieur, ils prennent langue avec ceux de l'intérieur et ensemble, ils agissent pour pouvoir atteindre leur objectif. Donc, si vous voulez, la France, de tout temps, s'est servie des Africains pour éliminer les Africains. Ça veut dire que si vous n'avez pas la lecture assez percutante, vous pouvez ne pas voir la main de la France derrière. Par exemple, lorsqu'on assassine Sankara, aujourd'hui, les gens vont vous dire que c'est, comment vous l'appelez, c'est Blaise Compaoré qui a assassiné Sankara. Mais les gens ils oublient que Blaise Compaoré a fait l'objet d'un lavage de cerveau pendant au moins 2 nuits. C'est-à-dire que le monsieur, on a fait venir Bongo, c'est Houphouët-Boigny qui le fait venir en Côte d'Ivoire, et il y a Bongo à côté, et il y a les émissaires envoyés par Mitterrand à côté. Pendant toute une nuit, il est harcelé pour accepter la mission, qu'au départ il trouvait, si ce n'est difficile, mais impossible et même pas faisable. Mais pendant toute une nuit, il a été cuisiné, il a été matraqué, il a été lessivé, il a été nettoyé. Et à la fin, il a accepté. C'est vrai, il a accepté, donc il a une part de responsabilité importante. Mais on ne va pas oublier que l'idée de tuer Sankara vient de quelqu'un qui s'appelle Mitterrand. C'est Mitterrand, avec les services secrets français, qui décident qu'il faut assassiner Sankara. Maintenant, il faut le faire de manière en sorte qu'on ne voit pas la main directe française derrière. Donc, il faut utiliser un Africain. Et ça s'est toujours passé de cette façon-là. Donc, à chaque fois, si vous voulez bien comprendre les problèmes des Africains, si vous ne les déclinez pas sur ces deux dimensions, à la fois exogène et endogène, vous n'allez pas bien comprendre.
Mais lorsque vous avez décliné, il devient aisé, n'est-ce pas, de situer les responsabilités endogènes et les responsabilités exogènes. C'est très facile de comprendre. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que chez nous, en Afrique, à un moment donné, il y a eu des personnes qui voulaient véritablement réaliser des choses importantes, mais il y a eu des obstacles. Je vous ai parlé de Kwame Nkrumah. Lorsqu'on convoque la réunion, on crée, n'est-ce pas, la RDA, le Rassemblement, n'est-ce pas, démocratique africain, c'était un congrès panafricain. Là, dans la salle, les émissaires français sont nombreux et qui sont en train de pousser les leaders de l'époque, les leaders francophones de l'époque qui étaient, n'est-ce pas, d'une part, comment vous l'appelez, Houphouët-Boigny, Senghor, ils leur disent non, n'acceptez pas qu'on parle de, n'est-ce pas, de l'union de l'unité de l'Afrique. Or, vous avez de l'autre côté Kwame Nkrumah qui se bat, qui se défend, qui dit non, l'Afrique ne peut pas, le salut de l'Afrique passe par une certaine unité africaine. Mais vous avez de l'autre côté les Senghor, les Houphouët-Boigny qui sont tirés derrière par la France et qui leur disent non, n'acceptez pas cette idée. C'est à partir de ce moment qu'il y a dislocation, on se sépare et puis par dépit, les Kwame Nkrumah se disent bon écoutez, personne ne nous comprend et ils restent seuls et comme disait encore Simon, il est victime après d'un coup d'État qui est orchestré de l'extérieur, qui est orchestré et qui est implémenté et il s'en va. Et avec toutes les frustrations, il ne passe pas le témoin, il ne forme personne, il ne transmet rien. Donc il se morfond, il est frustré, il ne comprend pas pourquoi les Africains ne voient pas le chemin du salut. Et c'est comme ça qu'il meurt avec tout ce qu'il a, sans qu'il y ait passage de témoin. Donc voilà un peu, n'est-ce pas, si vous voulez, les raisons pour lesquelles ça n'a pas marché, ça n'a jamais marché, c'est parce qu'il y a une combinaison à la fois de forces endogènes et exogènes, et lorsque les deux se mettent ensemble, eh bien, il n'en sort que du négatif. Ce sont des forces occultes qui permettent, qui torpillent tous les projets nobles de l'Afrique et qui s'arrangent, je dis bien qui s'arrangent, à évincer physiquement ou idéologiquement toutes les personnes qui portent des idées assez nobles pour l'Afrique. Et c'est comme ça que bon nombre d'entre eux ont été éliminés physiquement. Je vous ai cité un bon nombre, les Ngwabi, les Modibo, les Olympio, les Patrice, tous les Nyobé, tout ça, les Wandi, tous ont été physiquement évincés, tous ont été éliminés. Et donc, ceux qui portaient le flambeau, une fois qu'ils ont été éliminés, ceux qui voulaient même leur ressembler, ils ont pris peur, ils ont paniqué, ils se sont dit, cette affaire-là, elle est dangereuse, donc une fois que tu t'y engages, tu payes de ta vie, donc ça ne vaut pas la peine de s'y engager. C'est ça qui a entraîné, n'est-ce pas, la période de latence qui a observé, qui s'est faite depuis la disparition des grands leaders jusqu'à aujourd'hui. Le dernier, c'était Thomas Sankara en 86. Après, celui qui a récupéré le flambeau, c'était Muammar Kadhafi, mais vous avez vu ce qui lui est arrivé aussi. Il a été froidement assassiné par Sarkozy avec l'appui, n'est-ce pas, de l'OTAN, de l'Organisation du Traité Atlantique, Nord-Atlantique. Ils l'ont assassiné froidement et après, ça crée des frissons. Personne ne veut plus s'engager. Voilà, ce sont des méthodes dissuasives que les impérialistes utilisent, n'est-ce pas, pour empêcher les Africains de pouvoir, n'est-ce pas, porter leur continent à travers des idéaux. Voilà. Et peut-on affirmer avec conviction qu'un siècle après, l'Afrique pourra un jour se relever de cette main noire? Oui, forcément, on ne peut pas. Écoutez, on ne perd pas espoir. Vous avez vu, j'ai déjà dit, j'ai souligné qu'après la disparition des grands leaders, le dernier c'était Thomas Sankara en 86. Après que les Lumumba, les Wandi et tous les autres soient assassinés, le dernier, comme je l'ai dit, c'était Thomas Sankara. On ne peut pas perdre espoir, puisqu'après, Kadhafi a récupéré le flambeau.
il a porté à un certain moment, il a été assassiné. Et vous avez vu que quelqu'un comme Gbagbo aussi s'est essayé, il s'est battu. Aujourd'hui, vous avez vu ce qui lui est aussi arrivé. Il a été traîné, déporté du côté de la Haye. Et ça n'a pas empêché qu'il y ait l'émergence d'une nouvelle classe. La preuve, c'est que nous sommes ici, nous parlons du panafricanisme. C'est parce qu'il y a intérêt, il y a matière à creuser dans le panafricanisme. C'est pour ça qu'on dit souvent, on peut tuer des personnes, mais on ne tue pas une idée. L'idée reste. L'idée reste. Et c'est pour ça qu'on mesure la grandeur d'un homme à pouvoir, non pas par ses prouesses militaires, non pas par ses capacités intellectuelles, ses facultés intellectuelles, non pas par la capacité de ses réalisations, mais par sa capacité à mettre une idée novatrice qui persiste dans l'idée de ses contemporains et même qui lui survit, qui va au-delà, longtemps après lui. Donc c'est ça la capacité des grands hommes, à pouvoir susciter une idée qui persiste et qui résiste dans le temps. C'est ça. Donc, si vous voulez, le panafricanisme résiste dans le temps et on ne peut pas perdre espoir parce qu'aujourd'hui, on peut dire que le panafricanisme est sorti de sa période n'est-ce pas, de somnolence. Aujourd'hui, le débat panafricain, c'est un débat démocratisé, on en parle partout, ce n'est plus un débat de salon, ce n'est plus un débat d'élite intellectuelle, c'est un débat, n'est-ce pas, où on en parle un peu partout, dans les marchés, un peu partout, dans tous les coins de la rue, dans les ventes emportées, on en parle. Et c'est l'outil à travers lequel on va, n'est-ce pas, insuffler dans l'esprit des Africains que leur salut passe par l'unité des Africains. Donc il y a matière, il y a lieu de garder espoir véritablement, mais il y a un travail de fond qu'il faut faire à travers une communication intense et intensive pour dire aux Africains, écoutez, divisé comme vous êtes fragilisé et vous permettez à l'ennemi de mieux s'installer. C'est le travail qu'il faut faire aujourd'hui. Il faut communiquer intensément pour rallier tous les Africains à la cause parce que véritablement le combat ne pourra être gagné que quand les Africains auront compris la nécessité qu'il y a à se mettre ensemble. Balkaniser, saucissonner comme nous sommes, ça ne nous apporte rien. Aujourd'hui, je suis très meurtri, par exemple, de savoir que dans mon pays, le Cameroun, il y a des gens qui veulent encore saucissonner le Cameroun, des gens qui veulent la séparation, tout ça. Donc, ça veut dire que les Africains n'ont pas encore véritablement compris d'où viennent leurs problèmes. Parce que aujourd'hui, en tant que Cameroun, vous voyez, lorsque une entité politique comme l'Union européenne, une entité, si vous voulez, politico-économique comme l'Union européenne, vient nous imposer les APE, on ne résiste pas parce que c'est 27 pays mis ensemble. C'est 27 pays mis ensemble. Et ils viennent devant un petit pousset comme le Cameroun, on ne représente rien. Mais s'ils venaient devant discuter avec un continent qui s'appelle l'Afrique, qui serait au moins 30 pays aussi mis ensemble, vous verrez que le ton changerait. Les discussions n'auraient pas la même tonalité, le débat n'aurait pas le même fond. Donc forcément, lorsque nous sommes divisés, lorsque nous sommes des toutes petites entités, on est voué, on est un peu soumis au chantage des grandes puissances. La tendance aujourd'hui serait que même sur le plan de manière intelligible, qu'on brise les barrières qui nous ont été imposées et qu'on crée une autre une façon, une forme, n'est-ce pas, étatique, qui nous permette de nous mettre ensemble et de parler d'une même voix. C'est ça le défi aujourd'hui. Donc, il y a véritablement espoir. Moi, je ne perds pas espoir. Je pense que, à force de traverser des difficultés, on finira par comprendre la nécessité de se mettre ensemble pour, n'est-ce pas, en venir à bout de ces difficultés-là. On finira par comprendre la nécessité et forcément, on reviendra sur l'idée initiale, n'est-ce pas, du panafricanisme qui est que véritablement, qu'on se mette ensemble, n'est-ce pas, pour faire face à la puissance et à la force, n'est-ce pas, qui nous est imposée de l'extérieur. Monsieur Simon Yefou, il faut se mettre ensemble et parler d'une même voix. Qu'est-ce que vous proposez aussi aux Africains pour que le continent soit totalement libre? Oui, justement, Suzanne, comme l'a dit monsieur Kouyaté, la division du continent africain en 54-55 États, c'est trop. L'Afrique, c'est certes 30 millions de kilomètres carrés, mais j'estime que 54 États pour 30 millions de kilomètres carrés, c'est trop. On a l'habitude de parler de diviser pour mieux régner. J'ai dit tout à l'heure dans mes propos introductifs
qu'entre novembre 1884 et février 1885, les puissants européens s'étaient réunis à Berlin pour découper l'Afrique, pour partager le continent africain, pour le balkaniser. Et qu'en 1963, à Addis Abeba, lors de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, les Africains ont donné raison aux colons pour les avoir divisés. C'était une erreur très grave. C'est pour cela que le continent n'arrive pas à émerger en raison de cette division. Parce que quand on est divisé, on ne peut pas se mettre ensemble pour construire un projet commun. Et c'est pour cela que les anciennes puissances colonisatrices profitent de ces divisions pour continuer à nous asservir. Donc, il est question que les États africains actuels revisitent le passé des fondateurs du panafricanisme, ces Noirs américains qui étaient des visionnaires, qui avaient dit que l'union faisant la force, les États africains, c'est-à-dire l'Afrique ne peut s'en sortir qu'unie. Et cette idée a été récupérée par Kwame Nkrumah, qui avait parlé de la Africa must unite. Malheureusement, il avait été minoré, il avait été mis en minorité, mais démocrate qu'il est, il avait accepté cela, mais en disant qu'un jour, on verra qu'il avait raison. Et effectivement, l'histoire lui a donné raison parce que 54, 55 États sur un continent, et à un moment où dans certaines autres régions, on veut encore créer d'autres frontières pour continuer de balkaniser l'Afrique, ce n'est pas possible. Donc, ce sont ces divisions-là qui ont entraîné toutes ces situations jusqu'à présent. Et je vous rappelle qu'en 1963, quand l'OU a été créée, les modérés, ce qu'on appelle les modérés, que je considère comme les véritables fossoyeurs de l'unité de l'Afrique, parce qu'ils ont dit qu'il faut construire l'unité de l'Afrique par étapes, en commençant par les unions régionales, d'où la création de la CEDEAO, de l'UDA qui est devenue CEMAC, l'Union du Maghreb arabe, tout cela, qu'il fallait d'abord que les États intègrent dans des sous-régions avant de passer par une intégration continentale. Malheureusement, on se rend compte que même ces unions régionales ne marchent pas. Si on prend même le cas de la sous-région d'Afrique centrale, pour circuler d'un pays à un autre, parfois c'est extrêmement difficile. Donc, il est question de dire que sur le continent africain, il y a trop d'États, et quand il y a trop d'États sur le continent, ça ne peut pas aller dans le sens du panafricanisme. Et aussi, quand vous êtes divisé, vous ne pouvez pas résister efficacement contre les prédateurs, que j'appelle souvent les charognards, ou bien les vautours étrangers, puisque l'Afrique, je vous rappelle que l'Afrique a plus de 30% des richesses mondiales. Les ressources minières, les ressources énergétiques sont, c'est-à-dire le tiers des ressources mondiales se trouve en Afrique. Et c'est un patrimoine qui est à peine entamé en matière d'exploitation. C'est pour cela que tout le monde, c'est la ruée vers l'Afrique. Et il faut que les Africains soient intelligents pour ne pas laisser leur continent être la proie des prédateurs qui viennent parfois sous divers noms, les ONG, les grandes puissances, tout cela, c'est souvent des noms cachés qui viennent pour exploiter. Et je voudrais aussi relever le danger de l'hyperlibéralisme, l'ultralibéralisme. Bon, on a beau dire que le communisme a échoué, il y a un exemple patent sur le monde contemporain, la Chine, la République populaire de Chine. Après la mort de Mao Tse-tung en 1975, la Chine, qui avait cru que le communisme pouvait marcher, s'est retournée, c'est-à-dire a trouvé une formule sous la houlette de Deng Xiaoping et ses successeurs, Jiang Zemin ou Jintao et actuellement Xi Jinping, qui ont trouvé une formule, ce qu'on appelle le capitalisme d'État, pour impulser le développement de la Chine, qui est en train de talonner les grandes puissances mondiales. Il est question pour l'Afrique
de dire, parce qu'à un moment donné, on a dit que l'Union africaine a adopté ce qu'on appelle le NEPAD, nouveau partenariat de développement de l'Afrique, tout cela, qu'il fallait développer l'Afrique en l'ouvrant aux capitaux étrangers, quitte à laisser le continent devenir la proie des prédateurs étrangers. Or, nous savons toutes les conséquences de l'ultralibéralisme avec tous ces bras armés que sont le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l'Union européenne, l'Organisation mondiale du commerce, surtout le Fonds monétaire international, que Feu Chun-Jiang Puemi appelait le fonds de misère instantanée, parce que c'est une organisation qui est censée réguler, mettre de l'ordre dans l'économie mondiale. Mais on se rend compte que ça met plutôt le désordre, et ainsi le rôle évident du Fonds monétaire international consiste à appauvrir davantage les pauvres pour enrichir davantage les riches. Donc le continent africain a cru trouver une solution en tendant la main aux organismes ultralibéraux, mais on se rend compte que ce n'est pas la clé du succès. Et donc, il faut trouver une formule. Et la Chine, c'est un exemple, puisque les puissances occidentales ont montré toutes leurs limites. Elles ont montré que quand elles viennent en Afrique, c'est pour exploiter. Et quand elles disent même qu'elles apportent de l'aide, elles apportent de l'aide de la main gauche ou bien de la main droite et récupèrent le double, le triple, le quadruple de l'autre main. Oui, donc, monsieur Simon Yefou. Et à votre avis, est-ce que le rêve des États-Unis d'Afrique est encore envisageable? Bon, il ne faut pas, je vais dans le même sens que M. Kouyaté, il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas être pessimiste. Moi, je suis optimiste parce que l'idée du panafricanisme, les États-Unis d'Afrique, ça fait son chemin. Peut-être c'est les dirigeants qui sont au pouvoir actuellement dans les pays du continent qui sont en déphasage avec le reste du peuple, avec les intellectuels, parce que ne serait-ce que ces plateaux, les plateaux de télévision que nous partageons, au niveau des intellectuels, au niveau de la culture, au niveau des médias, de la communication, l'idée fait son chemin et il est juste question qu'à un moment donné, si ceux-là qui sont des militants convaincus du panafricanisme des États-Unis d'Afrique se retrouvent au pouvoir, on va concrétiser cette idée-là. Parce que pour le moment, nous savons que ceux qui sont au pouvoir ont parfois été placés par les anciennes puissances colonisatrices. Et s'ils n'ont pas été placés par les anciennes puissances colonisatrices, ils sont manipulés par ces puissances et ne peuvent rien faire sans les consulter. C'est pour cela que pour le moment, on a l'impression que l'idée du panafricanisme ne fait pas son chemin. Elle fait son chemin et il faut garder espoir. On dit que l'espoir fait vivre et un jour ou l'autre, le panafricanisme pourra triompher, surtout avec la création des États-Unis d'Afrique, cher à Kwame Nkrumah, cher au père fondateur du panafricanisme, qui disait que l'union fait la force. Ensemble, on est fort, divisé, on est faible. Merci, M. Simon Yefou. Et vous, M. Edmond Kouyaté, que faire exactement pour remobiliser les troupes? Écoutez, remobiliser les troupes, il y a un travail de fond à faire sur le plan de la sensibilisation. Et quand on dit sensibilisation, ça veut dire qu'il y a un travail communicationnel à faire. C'est-à-dire qu'il faudrait que tous les Africains, où qu'ils se trouvent, et quelle que soit leur tranche d'âge, c'est-à-dire que jeunes, petits, vieux, hommes, femmes, enfants, devraient être imprégnés même de la notion de panafricanisme. Je vous ai dit tout à l'heure que il faut qu'on évite de nous distraire avec un certain nombre de thèmes qui en réalité ne nous servent à rien. Vous allez constater que personnellement, moi je ne suis pas très engagé dans des politiques internes, parce que pour moi ça ne sert à rien. C'est pas ça où il y a le combat, c'est pas là où se trouve le combat. Vous savez, dit par exemple aujourd'hui, je suis camerounais, je dois parler du Cameroun. Dit par exemple aujourd'hui qu'il faut faire partir le président Biya, pour moi c'est pas ça le combat. Organiser
des jeux de chaises musicales à la tête du pouvoir, pour moi, c'est pas important. Déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul et continuer de prêcher le même évangile, pour moi, c'est pas important. Aujourd'hui, s'il y a un combat qui vaille, il y a un combat important au sein de l'Afrique francophone, c'est le combat pour le regain de l'indépendance et de la souveraineté. Pour moi, c'est ça qui importe. Pourquoi? Parce que si vous faites partir, par exemple, un président pour qu'il soit remplacé par un autre qui viendra faire face aux mêmes difficultés, aux mêmes interférences, c'est-à-dire qu'il restera dans la même configuration politico-géostratégique, ce n'est pas important. Il connaîtra les mêmes difficultés et les mêmes causes produisent malheureusement les mêmes effets. Donc s'il y a un travail à faire, ce serait de rallier, de fédérer les Africains autour d'un combat qui est le combat pour le regain de la souveraineté, le regain de l'indépendance. Nous ne sommes pas indépendants en Afrique francophone. Jusqu'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que dès qu'il y a une question électorale, la voix prépondérante, n'est-ce pas, chez nous, c'est la voix française. C'est Paris qui décide de qui va être président. Si Paris aujourd'hui décide que le président Biya ne sera plus à Itoudi, on lui donne 48 heures, il ne sera plus. Ils savent comment ils vont manœuvrer, par exemple. Donc, ça ne sert à rien de faire une fixation, par exemple, sur le président Biya en disant que tu vas partir, mais on va le remplacer par qui, par quoi et comment pour que la personne vienne faire quoi? That is the $1 billion of question. Donc, il faut aujourd'hui, comme je l'ai toujours dit, lorsqu'on est menacé lorsqu'on est plusieurs à être menacés par un même phénomène, on doit unir nos forces pour combattre le phénomène. Donc, il faut aujourd'hui, dans l'espace, n'est-ce pas, de l'Afrique francophone, qu'on se rende compte que nous ne sommes pas souverains, qu'on se rende compte que nous ne sommes pas indépendants et que les manettes, n'est-ce pas, des commandes de nos pays sont installées non pas dans nos palais présidentiels, mais au Quai d'Orsay et à l'Élysée. C'est là où se trouvent les manettes de commande de nos pays. C'est là où on actionne. Et ici, vous n'avez que des simples des antennes de relais qui mettent en application ce qui est décidé à Paris, ce qui est décidé, n'est-ce pas, au Quai d'Orsay et à l'Élysée. C'est de ça dont il est question. Il faut qu'on en finisse avec ce système pour pouvoir être capable nous-mêmes de décider, et en fonction de nos priorités, quels sont nos choix politiques et économiques, et on l'implémente. Mais nous ne pouvons pas le faire tant que nous restons dans la configuration actuelle. Donc, et c'est un combat qui ne peut pas être gagné par les élites. Parce que voyez-vous, je suis toujours un peu interloqué lorsque je vois les Africains tirer à boulet rouge sur les dirigeants. Oh, il faut que les dirigeants... Vous êtes d'accord que ces dirigeants ont échoué et qu'ils n'ont pas pu faire ce qu'il fallait faire. On a même diagnostiqué que s'ils le font, c'est parce qu'ils sont soumis à des influences extérieures. Mais vous continuez de mettre tout sur eux, de mettre toute la responsabilité sur eux. Mais c'est une incongruité et un paradoxe en même temps. C'est comme si vous avez recruté un gardien pour qu'il garde votre maison. Et vous vous rendez compte que c'est lui, qu'en fait, il est dans un concubinage incestueux avec les voleurs et les braqueurs. Que c'est par lui que les voleurs reçoivent toutes les informations. Que c'est avec lui que les voleurs montrent toutes les stratégies pour cambrioler votre maison. Mais vous continuez de l'appeler, de dire que non, vous reposez votre sécurité sur lui. C'est une incongruité. Une fois que vous vous êtes rendu compte que ce gardien, en tout cas, il ne remplit plus les missions pour lesquelles vous l'avez fait venir, c'est-à-dire garder votre maison et empêcher, mettre une étanchéité entre, n'est-ce pas, les gens de l'extérieur et votre maison, quand vous constatez qu'il ne remplit plus cette mission, vous prenez d'autres dispositions pour faire votre sécurité sans lui. C'est de ça dont il est question. Oui, un mot de fin, car le temps nous tient vraiment à la gorge, monsieur. Donc aujourd'hui, il est urgent et vital pour les Africains de se mettre ensemble et de comprendre que, premièrement, pour les pays, n'est-ce pas, d'Afrique francophone qui sont encore sous une forte influence néocoloniale, il est important de se battre, n'est-ce pas, pour retrouver un peu notre indépendance et notre souveraineté
après quoi, avec les autres Africains, on pourra définir de la manière dont on peut construire notre unité pour faire face à l'impérialisme occidental. Merci beaucoup, Monsieur Egmont Piaté, d'avoir accepté notre invitation C'est sur nous le qui vous plateau remercions. de Panafricanisme 101. Pareillement à vous, Monsieur Simon Yefou. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition de Panafricanisme 101. Nous l'avons retenu. L'Afrique peut encore espérer à un bel avenir. C'est la leçon de fin. Retrouvons-nous donc vendredi de la semaine prochaine, 10h, pour une nouvelle édition de Panafricanisme 101. Merci et bonsoir.